j'aime la vie, j'aime cette vie, eh bien, on va tourner la page. Mais oui, je pars avec un peu de nostalgie. Je me suis beaucoup amusée dans cette fonction qui n'en était pas une, dans cette situation. Ça a été une période très passionnante. C'est quand même exceptionnel de pouvoir vivre comme ça l'histoire de son pays au jour le jour. Vraiment, ces femmes de président, c'est fou ce que ça intéresse les journalistes. Et moi, c'est fou ce que ça m'intéresse pas du tout. À l'heure où Cécilia Sarkozy quitte l'Élysée en ayant décidé de divorcer, l'image de la première dame de France a en 50 ans profondément changé. Yvonne de Gaulle, modeste et réservée, incarne le respect des valeurs et de la morale. Claude Pompidou, intellectuelle et élégante, l'irruption de la modernité. Anne-Émone Giscard d'Estaing, discrète et distinguée, les bonnes manières. Daniel Mitterrand, engagé et volontaire, le refus de la diplomatie et le combat pour les opprimés. Bernadette Chirac, déterminée et battante, l'engagement caritatif et politique. Enfin, Cécilia Sarkozy, rebelle et libérée, le refus d'assumer la fonction. Aussi étonnant et même aussi ahurissant que cela puisse paraître, l'épouse du président de la République en France n'existe pas. Elle n'a pas, effectivement du moins, sa place au palais de l'Élysée. Elle ne dispose d'aucun statut dans l'appareil de l'État. Le texte de la Constitution ignore en effet royalement, si l'on ose dire, celle qui, femme du président, est pourtant la première dame du pays. À l'automne 2006, nous avons suivi Bernadette Chirac dans ses derniers pas de première dame. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Voilà, gentil. Tout à fait. Voilà. Bonjour madame. Ça va bien. Monsieur Dubourg, ça va bien, voilà. On avait dit que peut-être on disposerait les majorettes. Hein. Tout à fait, madame. Moi, je trouve que ce serait joli de les mettre ce soir. On les mettait dans les angles. Alors, on les a positionnés. Exactement, madame. Elles se regardent comme ça. Elles se font face. Oui, c'est tout de même très joli, ces majorelles. Et puis, comme je crois que le roi s'intéresse beaucoup à la danse, qu'il est danseur lui-même, si j'ai bien compris, ou il a été danseur, il va apprécier ce mouvement. Et je suis la maîtresse de maison, c'est vrai, et à temps plein, du Palais de l'Élysée, qui est la première maison de France. Je me suis adaptée, je me suis efforcée de m'adapter et d'accompagner ce destin exceptionnel. Et donc, j'ai fait beaucoup d'efforts pour accomplir le mieux possible, répondre le mieux possible à ces différentes missions. La première chose que j'ai faite, c'est d'abord d'aller à l'Élysée pour demander qu'on me réserve un bureau. Ce qui n'avait pas été le cas pour les épouses du président précédent. Et je pensais que c'était nécessaire que j'ai un lieu là où je puisse avoir un rôle, une fonction et un secrétariat constitué. Donc ça a surpris. J'y travaillais énormément. Ça a été pour moi un lieu de travail, l'Élysée. Je crois qu'à l'Élysée, je recevais plus de courriers que l'ensemble de tous les conseillers de François à l'Élysée. Je me disais, ça va peut-être pas être facile. Mais j'avais quand même l'expérience de Matignon. Mon mari a été Premier ministre pendant 7 ans, comme vous savez, à Matignon. Donc, si on peut dire, j'étais la deuxième dame, ou je sais pas comment appeler ça. Ça aussi, c'est toujours ridicule, la première, la deuxième, la troisième.
On se demande où ça s'arrête. Tandis que là, à l'Élysée, c'est la France. La France, 365 jours par an, il faut être là. Rares sont les gens qui viennent ici, qui franchissent le seuil de l'Élysée et qui ne sont pas intimidés. C'est quand même la première maison de France, c'est un lieu de pouvoir. Et les gens, quelle que soit leur origine sociale ou leur fonction, par ailleurs, sont toujours un peu intimidés en entrant ici. Ben, c'était mon cas. L'Élysée, c'est une maison militaire. C'est l'ordre. Et c'est vrai que ce côté militaire de l'Élysée n'était pas pour me convenir. Mais pendant 14 ans, je me suis très bien faite. Hein, et nous sommes très bien mariés. Donc café, thé à la menthe, pas de digestif. Donc à la table d'honneur, vous aurez Olivier Marcadier, qui n'est pas là pour l'instant, et Fabien Mingal, du côté madame. Il y a entre 800 et 900 personnes qui travaillent à l'Élysée. Alors, c'est très varié. Il y a beaucoup de militaires. Je ne suis pas chargée de commander les militaires, naturellement. Et puis, il y a toutes les équipes du mobilier national, les fleuristes, les jardiniers. Et j'ai adoré animer toutes ces équipes, travailler en équipe avec ces équipes qui sont de très grande qualité. Merci beaucoup. C'est magnifique, comme d'habitude. Merci, madame. Ça fait honneur à la France. Merci. Et au président de la République. Merci. C'est tellement bien, l'Élysée. Vous n'imaginez pas, là, c'est tellement... Il y a un personnel extraordinaire. Tout va tout seul. Et le plus extraordinaire, c'est le standard. Le standard, vous pouvez lui demander de trouver X personnes dont vous ne savez rien. À travers le monde, il vous le trouve. Et avec amabilité. Tous les matins, quand je regarde le parc, je me dis, ma vie a été un jour de moins. Jamais j'ai eu ça à l'hôtel de ville, jamais. J'ai l'impression que j'avais la vie devant moi. C'est très curieux, parce qu'enfin, l'âge avance, et chaque jour, on prend tous, Dieu merci, il y a l'égalité, un jour de plus, une année de plus, etc. Je n'ai jamais eu cette impression de compte à rebours comme depuis que je suis ici. De 1959 à 2007, pendant presque un demi-siècle, 6 femmes mariées à des hommes politiques élus par une majorité de Français ont grimpé au bras de leur mari les marches de la notoriété. Successivement, Yvonne, Claude, Anémone, Daniel, Bernadette et Cécilia se retrouvent au sommet, à une place qu'elles ne rêvent pas d'occuper. Elles ne le doivent pas à leur mérite, mais à une rencontre sentimentale et à l'amour d'un homme. Je me suis mariée le jour de mes 20 ans. Quand on se rencontrait dans la Résistance, on n'était jamais sûr le soir de se retrouver chez soi. Il y avait une chance sur deux pour que, dans la situation où était François, où étaient mes parents, nous nous retrouvions dans une prison ou devant un mur et des fusils en face. Donc, il y avait une soif de vivre, il y avait une précipitation dans la connaissance de la vie. Alors, c'est vrai que j'ai connu François début 44, je l'ai épousé fin 44, c'est dans la même année. Et du moment où il était décidé à ce que je devienne sa femme, alors pourquoi attendre? On était très pressés. Nous sommes mariés fort jeunes l'un et l'autre. Moi, j'avais à peine 19 ans. Lui en avait 25. À cet âge-là, on ne pense pas qu'on va devenir président de la République. Quand nous avons commencé notre vie étudiant, ce destin n'était pas prévu. Comme l'avait dit mon père, la politique n'était pas dans le contrat de mariage. Ma famille n'était pas particulièrement contente que Jacques Chirac se lance en politique. J'ai bien dit ma famille. Et peu à peu, j'ai compris que, la politique allait l'avaler entièrement. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est rencontrés entre amis, étudiants, à plusieurs fois. Oui, bien sûr, j'ai quand même le premier souvenir d'avoir vu quand même quelqu'un un peu hors du commun, avec une personnalité... très forte, mais en même temps très modeste, mais qu'on sentait tellement cultivé et un esprit... J'avais épousé un professeur et mon rêve était qu'il soit
professeur d'université à Aix-en-Provence. Voilà le grand rêve que j'ai toujours. Bel et bien mariées à l'amour de leur vie, les premières dames s'installent à la suite du président à l'Élysée, lieu d'habitation, centre de pouvoir, vitrine de la représentation et théâtre des apparences. Chacune à son tour s'y fait une place et la taille à sa façon, à ses mesures et à ses envies. Yvonne Vendroux, née avec le siècle et mariée à 21 ans à Charles de Gaulle, et moment historique, la première dame de France a posé le pied dans la cour de l'Élysée. Elle est d'ailleurs la seule à avoir accompagné son mari le jour de l'intronisation. Elle entre donc au palais aux côtés du général, qui succède à René Coty, dernier président de la 4e République, et pendant 10 ans au long desquels elle habite véritablement à l'Élysée, elle mène une vie digne et discrète, voire désuète, et elle s'attire le surnom attendri de Tante Yvonne. Il n'y a aucune interview d'Yvonne de Gaulle. J'ai eu des très bons rapports avec elle parce que je crois qu'elle se rendait compte que j'étais un peu intimidé. Et elle a essayé de m'aider, elle m'a donné des conseils que j'ai toujours suivis. Par exemple, des chapeaux, mettre des chapeaux, tout le temps des chapeaux. Madame de Gaulle était une personne alors extrêmement accessible, qui aimait bien qu'on ait une bonne tenue, hein. J'espère que j'ai franchi l'examen de passage correctement. En tout cas, elle était d'une grande gentillesse, d'une grande simplicité. Elle s'intéressait à la vie de tous les jours, parlait facilement avec elle de ses plantations à Colombey. Enfin, c'était facile, elle était très aimable. En dépit de son manque d'attirance pour la parade, Yvonne de Gaulle, acceptant la fonction, reçoit chef d'État, monarque et artiste. Dans le lot figure Brigitte Bardot, qu'elle ne souhaitait pas voir conviée à l'Élysée parce que divorcée 2 fois et avec tapage. La première dame refusait en effet de recevoir au palais les femmes divorcées. Comble de l'insolence, Bébé osa, face à la générale, se présenter en costume pantalon à brandebourg et chevelure au vent, au lieu de la stricte robe noire de cocktail et du sage chignon requis par les usages. Impressionné par vos 2 galants? Sûrement pas. Il vous a parlé quand même? Ah oui? Oui, il vous a dit... Il m'a dit des choses très charmantes. Il voit vos films? Il m'a dit qu'il les avait. Oui. Il vous a parlé d'un film en particulier? Oui, Viva Maria. Il l'a vu plus d'une fois? Alors, je ne sais pas s'il l'a vu plus d'une fois, mais il a dû le voir au moins une fois. Merci. Le général était d'une très très grande courtoisie parce qu'il avait une vraie conversation avec les gens qu'il souhaitait réunir autour de sa table et il pouvait vraiment voir un peu qui vous étiez vraiment, ce que vous valiez sans doute un peu et ce que vous étiez capable de dire. Alors comme j'étais affreusement intimidée, il le voyait sûrement. Alors il avait toujours une très grande courtoisie. Et pour les jeunes femmes comme ça, de fonctionnaires ou de nouveaux parlementaires, je ne sais pas, toutes les qu'il souhaitait rencontrer, il commençait toujours par parler de la famille, des enfants. Comme voisin de table, pour une femme, sa conversation était assez limitée. Il vous demandait combien vous aviez d'enfants, si vous vous occupiez bien de votre mari. Qu'est-ce que vous faites pour vous distraire, m'avait-il dit. Et cette question m'avait plongée dans un profond abîme. Et je me suis aperçue que j'avais rien à dire au général. Qu'est-ce que je faisais pour me distraire? C'est presque à partir de là que je me suis dit, je vais me remettre à faire des études. Et je me suis remise en effet dans les facultés. Mon mari était furieux d'ailleurs au début, pour préparer d'abord une licence d'archéologie, puis une maîtrise. C'est presque la question du général qui a déclenché ça. Quand il venait dîner ici, je lui disais, général, quel protocole voulez-vous que nous choisissions? Et il me répondait, les dames d'abord. C'est merveilleux. Marchant dans la grande ombre muette du général, qu'elle ne quitte pas d'un pouce et qu'elle accompagne pas à pas, Yvonne de Gaulle n'apparaîtra plus jamais en public après le décès de son mari. J'étais dans un état où on n'imaginait pas
tellement j'étais ému. Je ne savais plus quoi dire, mais j'avais envie, devant cette femme si courageuse, j'avais envie de faire quelque chose. J'aurais dit, est-ce que vous voulez que je reste ce soir et je repartirai demain? Je n'ai pas pu le dire. Parce que je me suis dit en même temps, c'est indécent, peut-être que ça ne convient pas, et donc j'ai rien dit. C'est vraiment le destin, vous savez, qui l'a amené. On ne dira jamais assez, mais il y a une photo qui est derrière vous qui dit tout. Vous voyez le général qui dit « Allez, Pompidou, venez ». Moi, j'étais heureuse pour mon mari que les Français l'aient choisi, naturellement. Encore que, comme vous le savez, je ne suis pas folle de me trouver dans la politique. C'est pas que je suis contre, c'est que je ne suis pas doué pour ça. Parce que je n'ai pas les qualités qu'il faut, je suis peut-être trop emporté, trop... Et puis je vois qu'en politique, il faut toujours détester quelqu'un et en aimer un autre, mais c'est pas comme ça qu'on vit. Il y a une photo d'ailleurs assez amusante parce qu'on est assis tous les deux sur un canapé pour la première fois dans l'entrée de l'Élysée et on a l'impression qu'il est en train de me remonter le moral, donc il est plus fort que moi. J'ai abordé avec beaucoup d'enthousiasme parce que je partageais entièrement les options de mon mari. Je savais que ce qu'il désirait faire pour la France, et c'était vraiment pour moi une chose tout à fait extraordinaire de pouvoir participer à cette aventure. Cinq, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président. Quand il s'est approché de moi, la seule chose qu'il m'a dit, Daniel, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis ça a été tout. C'était le seul moment d'émotion qu'il a pu, ce soir-là en tout cas, montrer. Il est 20h. Voici le choix des Français. 5e président de la 5e République, Jacques Chirac, 52%. J'étais très émue, j'étais surtout très émue quand il a demandé que je monte dans son bureau. Juste avant que l'image, vous savez, les lignes là, ça c'est terrible, c'est une chose majeure, enfin je veux dire, c'est le sommet. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, un petit mot sur votre sentiment ce soir. Juste un mot sur votre sentiment. Vous êtes heureux ce soir? Pas de commentaire donc pour l'instant de Monsieur Chirac qui, comme vous le voyez, respecte les feux rouges. Nous repartons donc. Heureusement, il ne manquerait plus que ça. Pour l'instant, il y a derrière Jacques Chirac une meute de photographes et de caméramans qui le poursuivent, qui suivent sa voiture. Les motards, les journalistes faisaient des numéros de voltige effrayants et j'avais très peur pour eux. Ils étaient là comme un essaim autour de la voiture. Et puis alors après, quand on est allé tous les deux place d'Iéna rencontrer les militants, alors là, c'était du délire. Là, on voit Monsieur Jacques Chirac, toujours, qui est en train d'essayer de se frayer un chemin. Alors, je vais rester quand même sur lui, parce que d'ici qu'on lui fasse une prise... Alors, vous entendez la foule qui appelle Chirac au balcon. Voilà donc avenue d'Iéna, Monsieur Chirac en train de saluer la foule de ses partisans et les Parisiens qui sont venus l'applaudir. Après avoir abrité la marquise de Pompadour et Louis XV, Alfred de Vigny et ses parents, Joachim Murat et Caroline Bonaparte, Napoléon et Joséphine, le palais de l'Élysée a été assigné par décret de l'Assemblée nationale de 1848 comme résidence officielle du président de la République. Depuis presque 160 ans,
Le chef de l'État occupe donc les lieux avec armes et bagages et leur donne une âme avec femme et enfants. C'est pas grand, l'Élysée. C'est pas fait pour beaucoup de gens. Et la partie privée, elle est très réduite. Les Français n'auraient pas compris que leur président aille au bureau le matin et revienne le soir chez lui. À ce moment-là, c'était pas envisageable. C'était un appartement qui avait été conçu du temps du général de Gaulle, donc pour un ménage sans enfants, âgé. Ensuite, le président Pompidou également n'avait pas d'enfant jeune. Donc, c'était un appartement petit. Il n'était pas du tout conçu pour une famille nombreuse comme la nôtre. Donc, nous ne pouvions pas habiter l'Élysée. Jacques Chirac est un travailleur acharné. Il ne s'arrête jamais. Il ne savait jamais ce que c'était qu'un week-end. Sans doute avait-il tort, mais je n'y peux rien. Et donc, si je ne m'étais pas installée à l'Élysée avec lui, je ne l'aurais jamais vu. Et là, j'ai mis le Bram van derrière, là, l'autre, tu vois. Oui, coloré. Ici, là, on ne peut pas le voir aujourd'hui, mais je crois que c'est mieux d'avoir mis les deux petits Poliakov là, tu vois. Ah, tu vois, on les voit beaucoup. C'est mieux en harmonie, je trouve, oui. Des biches. Quand vous voulez arranger vos meubles d'une façon qui vous convienne, vous ne pouvez que le faire seul ou à deux, enfin, disons. S'il y a d'autres gens qui s'interposent, c'est plus pareil. Et il y avait les gentils gardes républicains, mais à partir de minuit, ils n'étaient plus à côté de nous. Et donc, ça aussi, c'est un peu enfantin, mais c'est le moment qu'on choisissait pour bouger les meubles et regarder comment allaient les lumières. Quant à la partie nouvelle, ça, c'est nous qui l'avons décidé, l'un comme l'autre, pour faire valoir l'art contemporain, en particulier le mobilier. Dès que le mobilier a été installé, ça s'est vendu dans le boulevard Saint-Germain aussitôt. Vous savez, ça fait école. En plus, j'étais sûr que c'était beau. Ce mobilier très contemporain a le désavantage de vieillir mal. Donc, pourtant, il n'avait pas été installé depuis très longtemps, mais il était déjà un peu très défraîchi. Donc, petit à petit, il a été remplacé par un mobilier, je dirais, plus classique que préférait en tout cas mon mari. Je me suis dit, c'est dommage, parce que c'est tellement beau, et puis il n'y a rien eu d'autre à la place de... Mais enfin, chacun vit dans son cadre, hein, et maître de vivre dans son propre cadre. Moi, j'ai toujours aimé me promener un peu la nuit. Parce que d'abord, ces palais, je le faisais aussi à l'Hôtel de Ville. La nuit, il y a toutes sortes d'images qui surgissent, de bruits, d'odeurs aussi. Là, vous n'êtes plus encombré du téléphone, d'un emploi du temps, et vous pouvez aller regarder des choses que dans la journée, du fait de ce que je viens de vous décrire, vous ne pouvez pas voir. Et après, vous vous dites, ah ben, il y a tel endroit, je me rappelle d'avoir repéré des fuites d'eau à l'étage, si je m'en étais pas rapidement occupé, ça aurait fait davantage de dégâts. Ah, mais il y a des trompes dans cet après-midi, c'est épouvantable. Et oui, j'ai bien remarqué ça. Et si ça dure? J'ai bien remarqué ça, je me suis dit dans ma tête, tiens, c'est des serviettes pliées, enfin j'ai pas... Et juste avant les annonces, on le retire. Ça ne s'est jamais produit. Non, il y a 2 fuites. Ça ne s'est jamais produit. Non, jamais. Il y a 2 belles fuites. C'est les joints des vitrages. Chacun, je veux dire par là, chaque chef d'État doit prendre sa part d'entretien du bâtiment lui-même. C'est un bâtiment du 18e. Il y avait beaucoup de choses à faire sur les toits. Chacun doit en prendre sa part. C'est pas amusant, il faut le faire. Il y a beaucoup de toitures ici, beaucoup de cheminées qu'il a fallu vérifier,
consolidé. Tout ça, c'est pas visible, c'est pas de la poudre aux yeux, mais ça fait partie de l'entretien du bâtiment. Ah, bah si, vous me dites pas. Voilà, il y en a des vases là. Ouais, bah ça correspond pas. Ah bah attends, faut voir ça avec le protocole. Alors, montrez-moi un peu de dessert. Monsieur, bonsoir. Ça fait de très jolis plats. Vous savez, le coup d'œil est très important. La couleur, là. Quand ça rentre dans la salle de fête, ça fait un peu restaurant. C'est une maison très très bien organisée. Il y avait un intendant tout à fait remarquable qui menait tout ça parfaitement. Donc je n'avais à superviser que des détails. J'avais indiqué quel était le style, par exemple, des fleurs que je souhaitais avoir, des nappes, voilà. À partir du moment où mon mari était président, on a des fiches très très bien faites sur le pays, sur les personnes qu'on doit rencontrer, etc. Donc on est bien préparé. C'est pas si bête que ça, d'avoir un petit peu réfléchi à ce qu'on va dire. Ma mère préparait sa conversation avec son gendre. Et ma sœur et mon frère, j'ai un sœur et une frère beaucoup plus jeunes que moi, pourraient vous dire que quand ils arrivaient boulevard Raspail chez mes parents, et que ça dérangeait ma mère, qui disait « Vous me dérangez, je suis en train de préparer ma fiche pour ma conversation avec Jacques ». J'avais souffert pendant des années, dans les repas officiels du temps du général de Gaulle et du président Pompidou, des décors de table sur lesquels il y avait des bouquets de roses, toutes de la même couleur, bien raides, etc. Alors ça, je détestais ça. Et donc, j'avais demandé aux fleuristes de nous faire des bouquets avec des fleurs plus naturelles, plus des fleurs de la campagne, des fleurs des champs presque. Valéry et Anémone Giscard d'Estaing inventent les garden parties républicaines dans les jardins de l'Élysée. François et Daniel Mitterrand, y invitant les caméras de télévision et les célébrités en vogue, en font le dernier salon politique où l'on cause et où l'on parade. Jacques et Bernadette Chirac établissent, eux, la réception du 14 juillet comme un événement d'importance. Je voudrais saluer, au nom du gouvernement, en mon nom et au nom de toute l'équipe de France, tous les jeunes, les 4000 jeunes qui viennent de la France entière, et je leur fais un cadeau, le plus beau cadeau qu'ils puissent rêver, l'équipe de France. Avec ses tenues conventionnelles, Yvonne de Gaulle lance la mode de ne pas être à la mode. Claude Pompidou et Anémone Giscard d'Estaing lancent, elles, la mode d'être à la mode en arborant des tenues originales et élégantes destinées à promouvoir la haute couture française à travers le monde. Depuis, porter des robes chics et représenter la mode française est devenu pour toutes les premières dames et une habitude et une règle. Votre robe de dentelle, vous l'avez depuis longtemps et vous l'aimez beaucoup apparemment puisqu'on la voit souvent, ce qui me fait vraiment plaisir, rien ne me fait plus plaisir. Les couturiers, traditionnellement, sont contents d'habiller la femme du chef de l'État.
C'est-à-dire que les couturiers vous font un modèle ou 2 modèles, et la règle, c'est de rendre. Mon mari, comme vous le savez, est très grand, et comme il est très rapide et qu'il ne peut pas s'empêcher de marcher très vite, alors c'est grotesque quand je suis à côté, parce que je marche à tout petits pas comme ça. C'est horrible, vous avez une geisha presque, non? Mon mari n'a pas beaucoup de temps pour tout ça. Il voit les choses élégantes. Mais je me rappelle d'une soirée à Matignon. Il se mettait en smoking, il fallait se dépêcher. Et Chanel, toujours Chanel, avait fait pour moi une très jolie robe en mousseline. Ça devait être le printemps, en mousseline longue, en mousseline imprimée, très jolie, que j'avais beaucoup de plaisir à porter. Et en dessous, il y avait un fond, ce qu'on appelle un fond de robe, en taffetas, très très bien ajusté, comme une robe longue. Je vais dans la chambre où il était en train de s'habiller, et il me dit « Ah, vous avez une très jolie robe ce soir. » Ça vous en dit long sur ses capacités à juger. C'est pas un grand spécialiste de la... Non. On a très nettement le sentiment d'être un peu le symbole de son pays. Et donc, on essaye d'être le plus beau symbole possible pour vraiment mettre en valeur les atouts de la France. Je savais déjà quels étaient le type de vêtements qui m'allait, qui me convenait, quel est mon style. Et donc, je choisissais chez les couturiers les modèles qui correspondaient à mon style et qui correspondaient aussi aux besoins que j'avais, que ce soit des vêtements de jour, des robes du soir, des vêtements même éventuellement de sport. C'était donc un choix que je faisais chez tous les couturiers de Paris. C'est une industrie importante que la mode française, de plus en plus d'ailleurs maintenant dans le monde entier. Donc c'était important si je pouvais, en voyageant à l'étranger ou même en France, avoir des tenues nouvelles et qui correspondent à la nouvelle mode. Je pense que c'était très utile. Mon mari trouvait très bien que je sois habillé en haute couture, mais il voulait pas qu'on privilégie un couturier plutôt qu'un autre. Donc je me suis habillé chez plusieurs. Chez Dior, chez Chanel, chez La Roche et Cardin, bien sûr. Si tu y arrives, hein, facile. Ça y est, un pan devant, un pan derrière. Il était très intéressé par la mode. Il aurait aimé être couturier. Oui, c'est très bien, c'est superbe. Le palais de l'Élysée, que les familiers surnomment le château, peut aussi se révéler théâtre de moments privés. Par-delà les événements officiels et les soirées mondaines, la résidence du président et de la première dame accueille également à l'occasion des réceptions familiales et des fêtes personnelles, comme ce soir-là où le couple Mitterrand reçoit ses proches, presque à la bonne franquette et quasiment sur le pouce. La vie officielle, finalement, ce n'est pas tous les jours. Il y a quelques soirées officielles par mois, c'est tout. Le reste du temps, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Et nous avions des soirées familiales, je pense, un peu comme tout le monde. On bavardait pendant le dîner. Nos fils parlaient très volontiers politique avec leur père, parce qu'ils sont tous les deux passionnés. Et puis, je dois dire que une grande partie de la soirée était consacrée au travail, c'est-à-dire que mon mari, lui, lisait ses dossiers et que moi, je répondais aux courriers. 2 ou 3 fois par an, on se réunit, on avait un dîner à l'Élysée en famille, mais c'était vraiment très exceptionnel. Donc, la plupart du temps, nous étions chez nous.
À l'Élysée, on n'est pratiquement plus du tout sorti, sauf quand il y avait des soirées officielles, s'il y avait un visiteur qu'il fallait emmener à l'opéra, par exemple, mais sinon, on n'est pas sorti. Ça devient impossible. On causait, on faisait de la musique, et c'était moi qui, à ce moment-là, on mettait des disques. Bon, on mettait de la musique classique, mais aussi, comme mon mari ne pouvait pas aller au concert, on mettait Boulez, bien sûr, Dutilleux, des gens qu'on jouait dans les salles où il n'était pas question d'aller. C'est beaucoup un homme de télévision, hein. Alors, moi aussi, alors je l'accompagne dans ces moments de pause qu'il peut avoir, notamment le soir ou le week-end. Alors, que regarde-t-il? Eh bien, il regarde le sport, beaucoup de sport. Vous savez, c'est comme dans toutes les familles françaises, hein. Quand mon mari regarde le foot, bah, je regarde aussi. Mais il se lève très tôt, il est toujours debout à 6 heures. Il commence ses journées à 6 heures. Et moi, je suis faite autrement. J'ai toujours été comme ça. Je suis plutôt une couche tard. J'aime bien, d'ailleurs, aussi sortir le soir, rencontrer des gens, aller au spectacle, aller au concert, etc. Et par contre, alors, le matin, j'ai du mal à démarrer. Ben voilà, il y en a un qui est du matin et l'autre du soir. Les occupants de l'Élysée ont droit, leur travail terminé, à prendre des vacances. Parmi les résidences du chef de l'État, depuis 1968, trône face à la Méditerranée le fort de Brégançon. Chaque été, le couple présidentiel y part en villégiature. Les Pompidou furent les premiers à lancer le mouvement. Brégançon, c'est un rêve. Un véritable rêve, parce que l'endroit est sublime, extrêmement confortable. On y profite de tout l'encadrement, la structure de l'Élysée qui déplace. C'est extraordinaire. C'est un endroit magnifique, dans un site extraordinaire, avec un paysage inoubliable. Et nous aimions beaucoup cette quinzaine que nous passions au mois d'août à Brégançon. C'était très agréable. Lorsqu'elles sont enserrées en un cadre doré, comment pour les premières dames ne pas jouer que les potiches? Comment déjouer les choses-trappes et comment éviter toutes sortes d'affaires? Comment faire en un mot commençant pour exister par soi-même? Tapis rouge pour Fidel Castro à Paris. Le leader Maximo était reçu avec tous les honneurs par le président de la République en fin de matinée. Une visite qui ne fait pas l'unanimité. Danielle Mitterrand ne cache pas qu'elle tenait à ce voyage. Elle l'a obtenu. Pourtant, Castro vient encore d'être condamné par les Nations Unies parce qu'il emprisonne ses opposants. Est-ce qu'il faut refuser toute rencontre et toute possibilité de comment dirais-je, de dialogue? Peut-être pas. En tout cas, c'est pas moi à le juger. Les bonnes relations entre Danielle Mitterrand et Fidel Castro perturbent les liens diplomatiques avec Washington lors d'un tête-à-tête entre George Bush et François Mitterrand qu'accompagne son épouse à sa gauche. Le président américain lui en demande des explications. Un petit événement au milieu de la campagne électorale, celle qu'on aperçoit toujours derrière son mari était pour une fois au devant de la scène. Bon anniversaire. Depuis un mois, Madame Giscard d'Estaing accompagne son mari presque partout. Discrète, mais toujours présente, elle participe activement à la campagne et assiste à la plupart des meetings. J'ai participé à sa campagne. Je crois que j'ai été la première épouse d'un homme politique en France qui ait vraiment activement participé à une campagne présidentielle. Il se trouve que je suis persuadée que mon mari est le meilleur candidat, alors je trouve que c'est normal. Donc vous êtes une militante en fait. Je suis une militante. Anémone accède au désir de son mari de se rapprocher de ses concitoyens. Elle accompagne le président dans un exercice d'un nouveau style, les soirées chez les Français où le couple Giscard se retrouve, invité à dîner. Qui est-ce qui avait invité le président à venir dans la famille? C'est vous, mademoiselle, non? Oui, c'est moi. Comment ça s'est passé? C'est avec votre soeur que vous avez fait? Oui, c'est un soir à la télévision, on avait entendu Monsieur le Président qui disait qu'il serait très heureux d'être reçu dans les familles. Alors, avec Isabelle, on s'est dit
pourquoi pas nous? Ces Français qui nous ont invités à dîner étaient tous des gens de très grande qualité, que nous avons beaucoup appréciés, avec qui nous avons gardé des contacts pendant toutes les années qui ont suivi. Ça nous a fait de nouveaux amis. Vous avez parlé de tout et rien, en fait. Oui, c'est ça. On abordait tous les problèmes, sans les approfondir, en fait. Bon, alors au bout d'un moment, c'est plus devenu le président, c'était quelqu'un qui venait Oui, chez vous. c'est ça. C'était un ami, vraiment, parce qu'on pouvait parler de n'importe quoi. J'avais décidé d'aller régulièrement en province, à peu près tous les mois. Je faisais une visite dans un département français. Donc je passais 2 ou 3 jours dans le département à voir tout ce qu'il y avait d'intéressant à voir au plan culturel, bien sûr, mais aussi social, économique, industriel. Je suis descendue dans des mines, je suis allée dans des usines, j'ai vraiment visité la France profonde. C'était surtout destiné à pouvoir rapporter à mon mari ce que moi j'avais vu, et puis aussi à exprimer aux Français dans ces régions l'intérêt que leur portait le président. Valéry Giscard d'Estaing m'avait dit quand il a été élu, vous savez, l'Élysée, c'est un peu carcéral. C'est sa formule. Il l'a peut-être oublié, mais il me l'a dit et je l'ai retenu. Moi, je ne trouve pas que ça soit carcéral. Et moi, j'ai ma manière à moi. Puis je suis une petite élue locale, alors j'ai la chance d'avoir gardé un contact permanent avec le peuple. Je l'ai vécu autrement. Bernadette est la seule première dame à se présenter au suffrage populaire, qui l'élit conseillère municipale de Saran, puis conseillère générale de Corrèze. Moi, je voudrais vous faire part d'une inquiétude que j'ai au sujet de la commune de Saran. Il a été question au conseil municipal d'une suppression de l'agence postale de Saran. Alors, au moment où la commune de Saran commence les travaux préparatoires pour la construction de ce musée, nous apprenons que la Poste envisage de supprimer l'agence postale. C'est une situation qui, moi, en tant que gestionnaire, me pose des questions et où ma hiérarchie me posait un certain nombre de questions. Je vous ai apporté la réponse, monsieur. Voilà, d'accord. Vous pouvez peut-être leur expliquer que Jacques Chirac est président de la République. Non, mais ça, je pense. Que Saran est sa commune. Donc, d'ailleurs, je crois même qu'à ce moment-là, ce sera peut-être 2 emplois qu'il y aura. Non, mais ne fermez pas l'agence postale. Non, mais d'ailleurs, donc elle n'est pas fermée. Donc j'ai décidé, c'est mon droit, j'ai décidé de la maintenir comme cela. Quand on est aux affaires, on ne fait pas d'affaires. C'était son éthique et il n'y avait rien à faire. C'est pour ça que je ne suis pas propriétaire de mon appartement. Vous n'êtes pas propriétaire de votre appartement? Non. Parce qu'il a été mis en vente en 63 et mon mari était depuis 1 an Premier ministre. Ça a été mis en vente. On nous a bientôt supplié de l'acheter. Il n'a jamais voulu. Ça peut faire rire aussi, c'est un peu comique. Mais à l'époque, c'était comme ça. Mais le général était là. Vous savez, ça a beaucoup changé la vie, vous ne pouvez pas vous rendre compte. La fonction de première dame n'est pas de tout repos. Au fil du temps qui passe, des affaires atteignent tour à tour les différents chefs de l'État et aussi leurs épouses. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Valéry Giscard d'Estaing se trouve ainsi confronté à celle des diamants. Il se fait accuser d'avoir accepté des pierres précieuses de la part de l'empereur africain Bokassa. Ça m'a secoué. Je n'imaginais pas que l'on puisse vraiment vouloir à ce point-là faire du mal à quelqu'un. C'est quelque chose qui est difficile à concevoir. Mais hélas, maintenant, c'est assez courant. C'était tellement absurde et tellement visiblement des affaires fabriquées et fausses qu'on pouvait pas. Moi, je ne pouvais pas y croire. Alors,
Probablement, je les ai prises trop à la légère. François Mitterrand, luttant contre la rumeur autour de Mazarine, est accusé, lui, de faire procéder à des écoutes téléphoniques. L'Élysée n'écoute rien. Le groupe Il n'y a antiterroriste... pas de système d'écoute ici. C'est une manière de manifester. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Il ne peut pas y en avoir. Le président Mitterrand voulait en fait protéger le secret de l'existence de sa fille, qu'il a laissé révéler par Paris Match. Tout le monde a besoin d'exister. Moi, j'aime beaucoup Mazarine, puis c'est la sœur de mes enfants. Il n'y a aucune distance affective entre Mazarine et moi. Mais moi, j'aimerais beaucoup être beaucoup plus proche d'elle. Le scandale Markovic reste le plus grave. Orchestré par des politiciens désireux de barrer la route de l'Élysée à Georges Pompidou, l'affaire tourne autour d'un ex-garde du corps d'Alain Delon retrouvé assassiné. Stéphane Markovic était soupçonné d'avoir organisé des parties fines avec chantage à la clé, réunissant soi-disant des actrices dont Nathalie Delon et, selon les termes de l'enquête, une grande blonde ressemblant à Madame Pompidou. La politique vous a quand même paru à un moment quelque chose d'épouvantable et d'ignoble. Oui, et pour des raisons que vous savez bien. Quand on est pris là-dedans, qu'on n'y est pour rien, qu'on complote contre vous, c'est épouvantable. Et malheureusement, la politique peut toujours vous entraîner dans des histoires comme ça, lorsque vous êtes au premier plan. C'est ça que je trouve détestable, quoi que vous fassiez. Alexander Markovitch, Stéphane's brother, claims that he met Monsieur Pompidou at your home. He's a liar. Well, he claims that he met Monsieur Pompidou. Well, let him claim. There's a vague suggestion going around Paris that, you and Monsieur Pompidou or people close to him were mixed up in orgies. And, people say, Delon likes that sort of thing. Well, that's what I call a roman, novel. It's all invention. It was proved by the police. It never existed. It was part of that. It's one of the reasons why Mr. Pompidou's name was mixed with that affair. But those orgies never existed. Évidemment, c'était un complot. Mais tout ça, ça doit rester. Comment on peut vivre une rumeur pareille Ça, on vit très mal. Très, très mal. Très mal. Il ne faut pas réagir. On se rend compte vite qu'il ne faut rien faire. Il n'a jamais fait payer les coupables. C'est aux archives, tout ça. Et le couple Chirac fait front lui aussi face aux affaires. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le président et la première dame ont à affronter le risque de possibles poursuites judiciaires. Ça me choque profondément. Et j'ai pas du tout envie d'en parler, si vous permettez. Partant souvent pour de lointains ailleurs, les premières dames s'envolent. Elles prennent alors de l'air et de la hauteur. À l'étranger, elles sont en représentation comme sur un théâtre de manœuvre où elles portent les couleurs de la France. On a gardé des souvenirs mélangés. Il y a eu des très très bons souvenirs. Il y a des choses extraordinaires, comme d'arriver sur le site de Petra en hélicoptère avec le roi Hussein de Jordanie. Au Maroc, nous avons eu des accueils absolument fabuleux. En Afrique, des choses très très pittoresques. Enfin bon, ça sont tous des souvenirs quand même très exceptionnels. Nous avons malheureusement été tenus d'aller dans un certain nombre de pays où ça n'était pas très amusant, tels que la Roumanie du temps de Ceausescu ou l'Union soviétique du temps de Brejnev. Ça n'était pas franchement très gai. À Tahiti, les prétextes pour déclencher des festivités sont multiples. Alors, quand il s'agit des 100 ans de Papeete, marqués par la présence du président de la République, on comprend que cette journée qui démarre, nous sommes en ce moment le matin, soit placée sous le signe de la fête. Moi, j'ai propension à ne vouloir m'ennuyer nulle part et à trouver de l'intérêt à tout ce que je fais. Et bien, même dans ces circonstances, quelquefois, je trouvais un grand intérêt à jouer un rôle. C'est même pas un rôle. Je ne jouais pas un rôle, j'étais ce que j'étais. Et puis je trouvais ma joie de vivre dans ces circonstances-là aussi.
Mon mari s'est toujours arrangé pour que dans chaque voyage, on puisse voir soit des danses nouvelles, soit des paysages extraordinaires qu'on ne pourrait pas voir sans ça. On a toujours réservé cette chose-là. Mais enfin, c'est une magnifique ville. Magnifique. Lors d'un séjour aux États-Unis, un soir à Chicago, le président et Madame Pompidou sont violemment pris à partie par des Américains en colère. Ils disaient « Shame on you, shame on you, Pompidou ». On nous a craché dessus, alors c'est... On ne peut rien faire, on prend l'air qu'on peut. On nous avait dit qu'il y avait à craindre des manifestations parce que nous faisions une politique trop pro-arabe en France. C'est vrai. J'ai dit, je m'en vais. Je reste pas là. Alors à ce moment-là, il y a eu le rattrapage de Nixon qui a fait un dîner au Waldorf qu'il a donné à condition que je ne parte pas. Ladies and gentlemen, the President of the United States of America, Miss Patricia Nixon, the President of the Republic of France, and Madame Pompidou. J'ai adoré, par exemple, les visites à la reine d'Angleterre. J'ai adoré. Aussi bien la visite officielle, traverser Londres en calèche avec le duc d'Édimbourg, vous savez, tout de même. Et puis l'accueil à Buckingham Palace. Et là, nous avons dormi à Windsor. La reine Elisabeth II nous a invités à Windsor. C'est pas tout à fait rien. Dormir à Windsor, dans les appartements de la reine Victoria, au milieu des Gainsborough et des Turner. Moi, j'ai laissé la lumière allumée toute la nuit parce que j'étais dans une féerie. Puis ce Windsor éclairé, c'est très, très beau. Oui. Lentement mais sûrement, les premières dames, savamment mises en lumière, commencent à montrer le bout de leur nez à la télévision, avant que peu à peu médiatisées, elles ne se montrent très présentes sur les petits écrans. Anémone est la première à essuyer les plâtres. Jean-Pierre, juste par superstition, est-ce que je peux juste aller baiser la main de Madame Chirac? Très rapidement, excusez-moi, c'est par superstition. Madame Chirac, je me permets vraiment. Alors, merci à nous sommes tous là. Merci. Nous sommes tous là pour les pièces jaunes. Merci. C'est une émission formidable, très amusante, extrêmement populaire. Tous les artistes qui acceptent de venir jouer au profit des pièces jaunes, eh bien, c'est formidable. Moi, j'adore aller écouter en direct l'émission de Jean-Pierre Foucault. 17h, un samedi, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Bernadette Chirac a choisi ce service de pédiatrie pour montrer à son mari le travail de la Fondation des hôpitaux de Paris, qu'elle préside depuis 5 ans. Nos actions jouissent d'une grande notoriété, à tel point qu'on m'appelle Madame Pièce Jaune. Dans les gares, les enfants courent « Oh, c'est Madame Pièce Jaune ». Bon, les Français sont très conscients du besoin des services de pédiatrie, d'améliorer les conditions d'accueil et de vie des enfants, des adolescents hospitalisés. Nous allons continuer et je crois que les Français sont généreux et de toute façon, la Fondation continue et se développe. C'est mon action au sein de la Fondation qui évidemment a pris beaucoup d'ampleur. La création de la maison de Solène, boulevard de Port-Royal pour les adolescents malades, avec Marcel Ruffo à sa tête, les hôpitaux de personnes âgées dans le cadre de Plus de Vie, l'action au profit de la lutte contre la douleur. Alors j'ai quand même beaucoup communiqué. Il faut beaucoup communiquer. Bernadette Chirac, déjà présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, vient d'accepter, selon le souhait de sa grande amie Claude Pompidou, décédée pendant le tournage de ce film, de la remplacer à la tête de la fondation qu'elle avait créée.
c'est... Le problème des inadaptés est certainement l'un des plus préoccupants actuellement dans le monde. Et vous savez que Mme Pompidou y attache une importance toute particulière. Précisément, elle vient d'inaugurer un nouveau centre en Corrèze. Mon mari, comme moi, nous voulions chacun faire une chose, à nous, en dehors du côté officiel. Et alors, à ce moment-là, moi, j'ai pensé à la fondation. C'était normal, puisque je m'étais toujours occupé de bénévolat. Et mon mari, en même temps, a décidé la création du centre. À l'époque, il y avait les enfants handicapés moteurs cérébraux, pour lesquels il n'y avait absolument rien de fait. Il se trouve que, étant l'épouse du président, je recevais un courrier très très abondant. On a des centaines de lettres tous les jours, des personnes qui se trouvent en difficulté et pour qui on est vraiment le dernier recours. Et bon, j'avais un très bon secrétariat, des personnes extrêmement compétentes, et on arrivait à peu près en général à trouver une solution à la majorité des problèmes qui nous étaient soumis. Mais nous avions constaté que lorsqu'il s'agissait de problèmes d'enfants victimes de violences, d'enfants maltraités, on ne savait pas quoi faire. Cette aventure a démarré en 1977, c'est-à-dire pratiquement il y a 30 ans maintenant. Et l'origine, c'est en fait mon mari avait à ce moment-là écrit un ouvrage intitulé « Démocratie française », qui a eu un très très grand succès de librairie. Donc il avait des droits d'auteur importants et étant président de la République, il ne voulait pas en bénéficier lui-même. Donc il m'a proposé, avec cet argent, de créer une fondation. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, les intervenants et les participants à ce colloque sur la protection des enfants au cours de séparations conflictuelles de leurs parents. Je pense que l'État ne peut pas tout faire et que ce n'est pas son rôle et que les initiatives privées sont souvent plus innovantes, plus souples et donc que les deux sont tout à fait nécessaires et complémentaires. C'est difficile d'intéresser les médias, c'est un sujet qui est quand même assez dur. Et tous les ans, donc, nous avons une manifestation importante qui nous sert d'une part à trouver de l'argent et d'autre part à rappeler tous les ans, à date fixe, quelles sont les activités de la Fondation et quelles sont les avancées dans le domaine de la protection de l'enfance. Empruntant d'autres chemins, Danielle Mitterrand a choisi, elle, de se battre hors de France pour y défendre les droits de l'homme avec sa fondation France Liberté, ce qui n'alla pas quelquefois sans heurts avec les conseillers de son mari. Je vais quand même pas passer 7 ans à regarder ce qui se passe autour de moi et à ne pas rebondir sur les témoignages que je reçois, en tout cas à ne pas... et c'est comme ça que j'ai été amenée à créer d'abord les associations, puis ensuite la fondation. Parce que j'avais besoin d'un instrument qui soit indépendant pour pouvoir répondre à cet appel et saisir cette opportunité. Dans l'univers élyséen d'apparence polie et polissée, Claude Pompidou reste la seule première dame confrontée à un drame personnel et national lorsque son mari décède dans son appartement parisien. Pour elle, l'Élysée est la maison du malheur. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Le vendredi, il était à son bureau. Le week-end, on était à la campagne et on faisait nos projets pour Pâques. On est comme une bombe qui vous a tombé sur la tête. Alors, on gère pas grand-chose. On a sa famille autour de soi. J'hésite toujours, quand je donne mon adresse, à savoir si je mets
Madame Claude Pompidou, Madame Georges Pompidou. Et finalement, j'ai tendance à mettre Madame Georges Pompidou. Et là, c'était les maisons des ouvriers, probablement. Pas au bar, parce qu'il n'y a rien qui me donne le vertige comme ça que de voir quelqu'un au bar. Écoute. Oh non, non, écoute, je t'en prie. Moi, je l'aurais pas pour aller, moi, mais alors un autre... Il avait ce regard perçant, vous savez, perçant d'une grande bonté, d'une grande humanité, proche des gens, ça c'est pas douteux, très proche des gens, mais tout de même très intimidant, je vous dis, parce que c'était un immense homme de culture, et puis avec un destin unique, lui aussi. Et il était très respecté, Georges Pompidou. Mon mari est familier avec les gens. Georges Pompidou ne l'était pas. Et le couple Pompidou qui mêla au su et au vu de toute la France la passion de la modernité, l'amour de l'art contemporain et la passion des sentiments est aujourd'hui entré dans l'histoire. Son départ laisse un très grand vide. C'était une très grande dame, d'une élégance rare, morale et physique, d'une intelligence, d'une rigueur aussi exceptionnelle. Et je ne faisais rien personnellement sans la consulter. Nous avons appelé notre fille Claude par rapport à elle, c'est dire l'admiration que j'avais pour elle. Elle laisse... Enfin, mon mari et moi, nous sommes très, très bouleversés par son départ. Elle souhaitait beaucoup que je l'accompagne en janvier à New York pour cette soirée qui était donnée au profit de la Fondation Claude Pompidou et avec le mécénat américain. Et donc j'étais beaucoup avec elle, toujours, quand nous étions à New York. Je considère que c'est ma meilleure amie. Elle n'est pas tentée par l'art contemporain comme moi je le suis, mais elle aime bien apprendre. Elle avait beaucoup, beaucoup d'amis américains, et notamment des veuves ou des épouses d'artistes maintenant, comme Madame Armand, que nous avons été voir à l'occasion de ce séjour en janvier. On le reconnaît tellement, hein. Il avait les yeux Est-ce qu'il passait un œil perçant, C'est une question de sensibilité. Quand vous avez cette forme de sensibilité et que vous regardez un tableau, vous y cherchez autre chose que ce que vous voyez au premier abord. Et nous avions ce goût-là. Nous avions tous les deux un immense intérêt pour l'art. La plupart du temps, nous allions ensemble dans les musées ou dans les galeries. En plein centre de Paris, dans le quartier populaire de l'Hôtel de Ville, entre les Halles et le Marais, s'élèvera en 1975 le Centre d'art contemporain. Nous passions souvent dans ce quartier, mon mari et moi, en voiture. Ce quartier complètement délabré, dans un état épouvantable. Et mon mari, qui trouvait que les Français ne lisaient pas suffisamment, pensait que ça aurait été très bien de faire une très grande bibliothèque dans ce quartier-là, justement, qui est un quartier où il y a beaucoup de monde autour et alentour, et des gens qui ne lisaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'occasion. Il avait d'abord pensé à une grande bibliothèque, et puis il a amplifié de beaucoup son projet pour arriver à cet établissement pluridisciplinaire. Je suis plus que satisfaite parce que j'ai l'impression d'une sorte de plénitude qui s'est accomplie au cours de ces 30 années, progressivement, parce que je trouve que c'est plutôt de mieux en mieux.
je trouve que le centre prend encore du poids. À date et à heure fixe, les premières dames se doivent de tirer leur révérence et de quitter les lieux. Elles savent en entrant dans les murs que la fonction a une fin, mais aussi que la vie continue à exister, non plus derrière, mais devant soi. Si Bernadette Chirac dit ne rien avoir contre le fait d'honorer un jour une invitation à l'Élysée, Claude Pompidou, Anémone Giscard d'Estaing et Danielle Mitterrand ont choisi, elles, de baisser le rideau et de ne jamais y revenir. Vous n'avez jamais voulu y retourner? Non, c'est mieux comme ça. Il n'y a pas quel que soit l'occupant, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais vous savez, quand les choses se sont interrompues brusquement, les souvenirs, ça devient très compliqué. Et il vaut mieux ne pas retourner sur les lieux. Le président sortant se dirige vers sa voiture. Il fait quelques pas rue de l'Élysée. Les applaudissements sont alors couverts par les sifflets. 14 ans à l'Élysée me paraissait très long. En même temps, je savais quels étaient les projets qu'il avait, les ambitions qu'il avait pour la France. Et c'était dommage d'y couper court. Et là, les Français ont décidé d'y couper court. Ça a été en un sens un soulagement, et pour nos enfants certainement un grand soulagement, parce que on leur faisait sentir que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était la faute de leur père. Donc pour des adolescents, c'était vraiment très lourd à porter. Et quelques secondes plus tard, il apparaît au balcon du deuxième étage. C'est le dernier merci de ses sympathisants. Désormais, une page de l'histoire est tournée. Valéry Giscard d'Estaing redevient un simple citoyen. Les premières années après 81 ont été très, très pénibles, car il y a eu une espèce de volonté générale de nier tout ce qu'il avait fait, d'effacer tout l'apport de son septennat. Nous étions vraiment, on avait la sensation d'être des exilés dans notre propre pays. Voilà une des images du jour, une des images symboliques de cette journée historique. Voilà, M. Mitterrand qui s'en va seul vers sa voiture. Instant d'actualité, instant historique aussi. Vous savez, là, François, en effet, n'est plus là physiquement, mais il est tellement présent dans tout le processus de mes pensées. Je me réfère en permanence à ce qu'il a écrit lui-même, les enseignements qu'il nous a apportés, les souvenirs qu'il a laissés. Il est tellement présent. Vous savez, il m'arrive quelquefois d'avoir un mouvement brusque sur le côté, parce que j'ai l'impression qu'il est là. Donc, je ne ressens pas son absence. Et peut-être que des gens vont me prendre pour une illuminée, mais c'est pourtant la réalité. Messieurs les présidents, messieurs, s'il vous plaît. C'est une belle image. Je trouve que le président Sarkozy a très bien accompagné mon mari jusqu'à la voiture. Tous les deux ont été très dignes. On sent bien que mon mari lui a passé le flambeau. Enfin, moi qui ai vécu beaucoup de choses depuis fort longtemps, parce que j'ai tout de même connu Nicolas Sarkozy. Vous avez vu ces images où il a ses cheveux bouclés, là? Bon, bien, mon mari le connaissait bien sûr déjà très bien. Bon, c'est quand même très émouvant. Il lui passe le flambeau, c'est une image très forte. Tout ça s'est passé avec beaucoup de dignité. Bien sûr que c'est émouvant.
La vie d'après, il faut trouver de nouveaux repères. Parce qu'à l'Élysée, c'est merveilleux. On n'a pas de clé, on entre, on sort. C'est toute une nouvelle vie, c'est vrai. Mon mari me reproche beaucoup de vivre dans le désordre, qu'il y a encore beaucoup de cartons à défaire. Oui, il y a encore beaucoup de cartons à défaire. C'est vous qui défaites les cartons? Qu'est-ce qui ce serait qui d'autre? Tous les couples en France qui, tout d'un coup, ont une cessation d'activité, doivent s'adapter à une nouvelle vie. Eh bien, c'est notre cas, voilà tout. Ah, c'est les filles. Elles sont fraîches, hein. Oh, attention. Ah, c'est mieux que Cannes, hein. Pas de problème. Souvenir, en effet, d'une période très, très exaltante, très passionnante, où j'ai eu vraiment un sentiment de très, très grande proximité avec des millions de Français. Et ça, je dois dire que par la suite, ça m'a beaucoup manqué. J'ai un espèce de costume dans le regard des Français très sympathique. Ils me voient, l'ancienne première dame de France, l'ancienne épouse du président de la République, et ils ne cherchent pas à savoir ce qu'elle est et ce qu'elle fait, cette femme. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait tout ce que j'ai pu et que je me suis rendu utile. Quand il le fallait, que j'ai soutenu mon mari quand il en avait besoin, ce qui était rare parce que c'était pas quelqu'un de faible. Et j'avais à me rendre utile, je crois que je l'ai fait. Aujourd'hui, à l'Élysée, les époques n'en finissent pas de changer sous les lambris immuables, les lustres dorés et les tentures pourpres qui drapent le lieu d'éternité. Cécilia Sarkozy arrive en famille recomposée et en couple divorcé. Dans sa robe vif-argent de couturier italien, elle reflète l'air du temps et l'évolution d'une société réglée par le protocole mais débarrassée des conventions. Celle qui disait, entourée de ses intimes au soir du second tour de l'élection présidentielle « Je n'y arriverai jamais », a donc renoncé. Pour la première fois, un président de la Ve République se retrouve seul à l'Élysée, sans première dame. Les premières dames se suivent mais ne se ressemblent pas. La Constitution leur accordera-t-elle un jour un statut officiel ?